Bonsoir et bienvenue au Jeu de paume. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Méo, auteur de l'ouvrage Quand la photographie pense la forêt, récemment paru aux éditions Filigrane. Je salue et remercie Patrick Lebescon, directeur des éditions Filigrane, qui nous fait également plaisir d'être avec nous ce soir. Daniel Méo est professeur émérite à l'Université de Saint-Étienne. Elle est spécialiste de la photographie contemporaine depuis 2009 et son ouvrage Voyage de photographe. Elle a écrit plusieurs ouvrages traitant de la représentation photographique de notre environnement. Elle est également rédactrice en chef de la revue Focale. Merci à vous d'être présente ce soir. Daniel Méo a souhaité inviter 3 photographes dont le travail est présenté dans son ouvrage. Céline Planet, qui est diplômée de l'école d'Arles. Elle s'intéresse aux lieux isolés, aux paysages sauvages et à leurs occupants. Son travail est présenté dans le chapitre Sous-bois de l'ouvrage consacré à l'appréhension de la forêt par l'intérieur. Il s'agit de photographies extraites de son dernier ouvrage, Ground Noise, aux éditions Actes Sud. Sylvain Buffard est un photographe autodidacte. Il produit depuis près de 15 ans un travail à la lisière entre l'art et le document. Il s'est rendu dans 17 forêts dotées du label Forêt d'exception et donne à voir les phases très diversifiées dont les personnes investissent les espaces arborés, les travailleurs, les promeneurs, etc. Ces photographies prennent place dans le chapitre Usage et conflits d'usage. Maxime Richer a suivi une formation à l'école des Gobelins. Il est actuellement doctorant en recherche et création à Cergy-Pontoise Université. Ses travaux proposent une réflexion sur le paysage et la relation des hommes à leur lieu de vie. Il vient de publier un ouvrage aux éditions André Frère, Paradise, qui documente l'après-feu à Paradise, en Californie, en s'attachant à ses conséquences à la fois sur le territoire et ses habitants et à leur aptitude à reconstruire. Merci à tous les 3 d'être présents ce soir. Je vais dire juste 2 mots avant de vous passer la parole, Daniel. Dans la préface de votre ouvrage, vous faites le constat que l'intérêt porté aux forêts est le plus souvent une approche comptable, tant dans les études scientifiques que dans le discours médiatique. On parle de pourcentage de diminution des surfaces forestières, on chiffre la baisse de la biodiversité, on décompte le nombre d'espèces qui disparaissent, etc. Et on mesure les coûts économiques de la crise environnementale. Il semble, je vous cite, qu'il s'agit moins de trouver une issue à la crise environnementale que d'impulser une nouvelle étape économique où se trouveront monnayées les ressources naturelles. À l'opposé de cette approche économique, vous vous êtes intéressé au travail de photographes contemporains qui posent au contraire un regard qui s'appuie sur une réactivation de leur et de notre expérience au monde végétal et animal, soit par une relation concrète à l'espace, par le recours à des procédés archaïques, entre guillemets, comme le papier photosensible, ou par un travail d'enquête au long cours. Ils font face à la crise de sensibilité au vivant évoquée par Baptiste Morisot. Donc merci à Dominique Blanchon, merci au Jeu de paume de nous accueillir ce soir. Merci aussi à Céline, Sylvain et Maxime d'être présents à mes côtés, j'en suis très heureuse. Donc je vous propose de revenir rapidement sur mon livre, sans rentrer dans les détails évidemment, de baliser 4 temps forts du livre, enfin que j'estime importants dans le livre. Et puis ensuite, je passerai successivement la parole à Céline, à Sylvain, puis à Maxime. Ce livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, en fait. Je crois que c'est une des premières choses parce que ça m'a amené à regarder des photographies qui m'ont fait du bien. Enfin, je veux dire, c'est pas le premier livre que je fais. Et c'est vrai qu'il y a eu un grand plaisir pour moi à regarder toutes ces images, à consulter ces travaux. Le sujet même de la forêt m'est apparu comme particulièrement riche et intéressant, puisque, pour faire court, il permettait de cristalliser tout à la fois des questionnements qui sont de nature photographique, plastique,
et des questionnements qui sont, quant à eux, de nature plus anthropologique, politique ou économique. C'est Durkheim qui parle de fait total. On peut dire que la forêt se présentait pour moi un petit peu comme un phénomène total qui permettait de croiser énormément de questions qui, bien évidemment, se recoupent. Je l'ai appelé « Quand la photographie pense la forêt », puisqu'il est important pour moi de montrer, enfin de faire sentir que les photographes ne représentent pas, ne sont pas dans quelque chose de spectaculaire, mais dans une dimension de réflexion sur le monde, de questionnement du monde, et qu'ils sont capables de faire partager ce questionnement à un public. Quatre temps rapides. Donc le premier, une affaire d'échelle. Il me semble que quand un photographe se confronte à cette question de la forêt, la question de l'échelle est profondément importante. En effet, dès lors que la forêt est vue de loin, comme ici chez Béatrix von Conta, on a finalement un paysage avec la forêt qui constitue un élément de ce paysage. Dans une certaine mesure, la forêt n'est plus qu'une partie d'un grand ensemble et se trouve un petit peu réifiée dans cet ensemble et surplombée. Ici, il y a un point de vue qui est surplombant, et donc tout cela est vu englobé de loin. Beaucoup de théoriciens ont mis en évidence que le paysage pouvait être quelque chose qui renvoyait à une certaine forme de domination de l'homme sur la nature. En tout cas, ça permet une observation des choses et on voit bien que ces points de vue paysagers, vus d'assez loin, ont été ceux qui ont été adoptés dans le cadre des observatoires photographiques du paysage. Ici, le parc naturel régional du Pilat, où on voit la reconduction d'un point de vue de 1993 à 2014. Et on peut voir que progressivement, la forêt gagne parce qu'il y a un phénomène de déprise agricole et également parce qu'il y a un phénomène d'ensemencement spontané. La vue de loin permet de mesurer ces évolutions. Il en va différemment dès lors qu'on se rapproche et qu'on entre davantage dans la forêt, puisque la ligne d'horizon est beaucoup moins visible, l'espace, le regard ne peut pas progresser dans la profondeur du champ et on se trouve devant un espace qui est relativement désorientant, comme on le voit avec cette série de Brigitte Bauer, où on a l'impression que le sujet photographiant erre, marche et finalement doit se fier aux marques qui sont présentes sur les arbres pour essayer de se repérer. Et plus on approche, moins on a une représentation des lieux qui permet de déceler des structures fortes et qui permet aux spectateurs de se repérer avec une composition qui est notable. On le voit avec ces images, donc tout à l'heure c'était Arno Claes, ici Gilbert Fastenekens. Dans les années 80, Jean-François Chevrier, puis Jean-Claude Lemagny ont parlé de feuillagisme. C'est un terme qui a été employé pour caractériser cette tendance à s'approcher des feuillages, de la confusion des plantes, et de se trouver face à une sorte d'entremêlement extrêmement confus dans lequel le regard se perd, qui renvoie à une sorte de profonde altérité du milieu végétal, puisque ce milieu végétal, finalement, bouge toujours, pousse toujours, mais de manière extrêmement lente, et pousse par sa périphérie. Donc on est devant un mode de croissance qui est fort différent d'une autre. Donc cette tendance qu'on peut qualifier de feuillagiste a perduré avec des travaux comme ceux de Thierry Girard ou de Éric Poitevin. On voit avec le travail de Christelle Lebas quelque chose qui me semble analogue dans la mesure où elle se rapproche, elle accorde beaucoup de place au sol. On se trouve vraiment placé à l'intérieur du sous-bois, comme dans une caméra obscura, puisque la lumière vient de l'extérieur et qu'on se trouve
placé dans une cavité où la lumière est beaucoup plus rare. Christelle Lebas photographie toujours à l'heure bleue, au moment où le soleil va se coucher et donc où la luminosité est faible. Cette impression d'immersion, elle l'a traduit aussi dans le livre avec le choix de ces dimensions que vous avez sous les yeux et également dans des installations qui sont quasi immersives. Puisque le visiteur est placé dans le noir, il progresse au milieu de photographies qui sont grandes. On a l'impression que la lumière vient de ces images. Et puis, il y a également des sons qui sont restitués, des sons qu'elle a collectés sur place et une senteur de pétrichor qui se trouve diffusée dans la galerie. Ça donne une sorte de bain polysensoriel qui évoque cette immersion au sein de la forêt. Alors, autre manière dont la forêt va contaminer et influer sur la démarche qui est celle des photographes, c'est la prise en compte de l'eau, la lumière et la chimie, c'est-à-dire dans la manière dont certains photographes vont finalement essayer de se calquer sur le processus de la photosynthèse, puisque le fonctionnement de la végétation utilise l'eau, la lumière et finalement est une industrie chimique extrêmement impressionnante. Et il y a des photographes qui vont transcrire ce qui se passe dans la forêt en reproduisant finalement dans leur procédure même des manières de faire qui sont proches de la photosynthèse. Alors on voit ça avec Roberto Uarqueia qui place de gigantesques photogrammes dans la forêt amazonienne. C'est des bandes extrêmement longues, de 30 mètres de long sur 1,50 m de hauteur. Et c'est la lumière de la Lune qui va, pendant une durée extrêmement longue, impressionner le négatif qui se trouve ensuite exposé lui-même, c'est un exemplaire donc unique, exposé dans la galerie. Et de sorte que les visiteurs ensuite se promènent à l'intérieur de ce grand serpent qui est assez peu figuratif finalement et qui fonctionne davantage par contact, par contiguïté que par analogie. On retrouve la même volonté de coller au processus naturel chez une jeune photographe comme Léa Bourdin qui utilise du jus de plante photosensible pour effectuer ses tirages, ou encore dans un ouvrage qui a été réalisé par Yann Gross et Arguin Escandon, Aya, alors qui est une sorte de narration, d'une sorte de plongée initiatique des deux photographes dans la forêt vierge. Plongée initiatique au cours de laquelle ils trouvent des matières photosensibles qui leur permettent de réaliser des prises de vue de ce type. Donc ce courant-là est quand même assez vivant chez des photographes contemporains qui sont à la recherche d'innovations finalement procédurales pour coller au sujet de la forêt. D'autres, à côté de cela, vont s'atteler à une sorte de déconstruction des poncifs qui circulent sur la forêt, c'est-à-dire une forêt idyllique, bucolique, qui ressource et apaise, qui serait naturelle, complètement exempte de détermination humaine. Et c'est ainsi que le travail de Thomas Demand agit en ce sens. Alors vous connaissez sans doute la manière de travailler de Thomas Demand, qui fabrique des décors extrêmement minutieux et ensuite les photographie. Et ici, c'est une forêt complètement artificielle qui a été faite avec des milliers de feuilles de papier et de carton, éclairées de manière extrêmement poétique, entre guillemets, et qu'il va refotographier. Donc c'est bien sûr une façon de déconstruire cette mythologie de la forêt champêtre et agréable, puisque c'est une représentation de représentation qui démasque la naturalité du phénomène. Même chose chez Claude Klowski, où cette fois-ci ce sont des cartes postales qui représentent des pans de forêt. La carte postale, c'est une image vernaculaire qui circule, qui est très accueillante aux stéréotypes, et donc c'est encore là une façon de démasquer des représentations qui sont, pour ainsi dire, des clichés au sens du terme.
Même chose également chez Thomas Roof, et je m'arrêterai là, avec une image tirée de la série JPEG, série où il prélève des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ici, c'est une image de forêt où on retrouve le même éclairage absolument séduisant et apaisant que celui qu'on trouvait chez Thomas de Mende. Donc c'est encore là une façon de dénoncer certains lieux communs qui circulent dans les esprits. Alors certaines œuvres, plus frontalement, et ce sera mon dernier point, s'attellent à des recherches qui sont peut-être à certains égards proches des recherches qui sont menées en sciences humaines et sociales, notamment à des recherches qui peuvent être menées dans le champ de l'histoire environnementale. C'est-à-dire que ces travaux de photographes questionnent finalement la naturalité même de la forêt et l'histoire qui est là. Et les enjeux aussi d'aménagement, de politique, d'économie qui sont derrière les forêts. Alors je prendrai encore là trois exemples. Un autre travail de Christelle Lebas, Field Studies, Walking Through Landscapes and Archives. Donc elle se promène à travers les paysages et les archives. Ça annonce bien la nature de son projet, c'est-à-dire c'est une recherche qui va conduire à mettre en perspective des états différents du paysage et également une évolution des représentations, les deux évoluant de concert. Travaillé à partir des photographies d'un botaniste anglais du XVIIIe siècle, qui s'appelle Salisbury, dont elle va tirer des négatifs sur verre. Voilà, là on voit les images de ce botaniste. Et ensuite, elle retourne sur place et rephotographie les sites qu'a photographié Salisbury. Toutefois, on n'est pas là dans une reconduction photographique analogue de celle qu'on peut trouver dans les observatoires, puisqu'elle prend, comme vous pouvez le voir, pas mal de liberté. En tout cas, on voit bien que le mode de représentation évolue entre le XVIIIe siècle, une vision scientifique, et puis le regard de Christelle Lebas. Et puis également, les paysages évoluent également de façon effective, puisqu'elle photographie par exemple des dunes qui ont été replantées au XIXe siècle afin de stabiliser le sol et de lutter contre l'érosion. Un autre travail d'enquête qui est assez remarquable, celui du collectif Ritual Inhabitual, à propos de la déforestation dans la forêt amazonienne. Ils vont photographier en couleur des images qui attestent de ce phénomène d'exploitation industrielle du bois. On voit ici donc des forêts artificielles et puis comment les graines sont cultivées en laboratoire pour être ensuite plantées quand les arbres ont atteint une certaine hauteur. Et puis la production du papier. Mais l'originalité de ce travail, c'est de mettre en relation cette évolution de la forêt et ce phénomène de déforestation avec les modes de vie des Indiens Mapuches, qui sont majoritaires dans cette zone et ce mode de vie qui sont profondément affectés par la déforestation, puisqu'ils ont l'habitude de vivre dans une intimité très forte avec les forêts. Par exemple, les chamans connaissent extrêmement bien des plantes qu'ils utilisent pour exercer leur métier. Et donc, les intérêts des populations mapuches rejoignent les préoccupations écologiques de manière tout à fait fondamentale. Et pour montrer cette opposition, ils vont, donc les deux artistes qui font partie de Ritual Inhabitual, ils vont photographier, comme vous avez vu, les vues de l'exploitation industrielle en couleur et au numérique, tandis que les images de Mapuche et de plantes vont être faites avec des négatifs au collodion humide. Et donc ça va marquer l'opposition, ça va marquer aussi la communauté de destin des plantes et des Indiens. Et dernier exemple, je m'en tiendrai là, le travail de José Diniz, que j'avais rencontré, et c'est un travail qui m'avait beaucoup plu. C'est un photographe péruvien. Et donc, c'est un Leporello. En bas, vous avez des images qui sont des images satellitaires qui montrent des routes qui sont perpendiculaires à la transamazonienne, routes autour desquelles se répandent des zones
déforester. Et on voit bien combien finalement la déforestation va petit à petit gangréner le territoire. Et en haut, dans la partie supérieure, vous avez des grands arbres solitaires qui sont là, d'où le titre Solidao, qui sont là parce que ce sont des espèces qui sont protégées. Donc on a coupé tout le reste, mais pas ces arbres-là. Et donc ils poussent à la verticale, esselés, alors que finalement l'existence d'un arbre, c'est une existence collective. Les arbres ont l'habitude de vivre en société et de s'appuyer les uns sur les autres. Donc je vais m'arrêter là. J'ai essayé de montrer comment finalement, pour reprendre ce que je disais au départ, c'est aussi bien des préoccupations plastiques, photographiques que sociétales. Ces photographes s'avéraient à même d'aborder. Donc Céline, dont j'ai beaucoup apprécié le travail Ground Noise, parce que justement, parce qu'il traite de la forêt, mais aussi parce qu'il prenait à bras le corps cette question de l'échelle et cette question de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit les choses de près. Merci de m'avoir invitée et puis merci d'avoir inclus Ground Noise dans ce super ouvrage, je suis très fière. Ground Noise, effectivement, c'est un travail qui est circonscrit uniquement au monde de la forêt. Et l'idée pour ce travail, en fait, elle était très simple. C'était de rentrer dans une forme d'intimité avec la forêt, même de donner à voir quasiment un paysage intime de la forêt. Et pour ce faire, effectivement, il faut se rapprocher. Et j'ai eu besoin de littéralement m'enfoncer dans la terre, chercher dans la terre, chercher derrière les écorces, dans les toiles d'araignée, et de regarder ce qui s'y passait, en essayant aussi de le faire dialoguer avec ce qui est visible. C'est-à-dire que c'est un travail que j'ai fait en 2 temps, plutôt avec 2 technologies, on va dire. C'est un travail qui mélange à la fois des photographies, donc prises en forêt, et dans des forêts tout à fait communes. C'est pas du tout des forêts exceptionnelles, c'est même des forêts très anthropisées. La plupart sont en Île-de-France. J'ai beaucoup travaillé même au bois de Vincennes, qui est la forêt la plus proche de chez moi. Donc j'ai photographié, je travaillais presque quasiment comme une archéologue, c'est-à-dire je marchais longtemps en forêt, puis une fois que j'avais trouvé mon endroit, j'y restais longtemps. Et je le quadrillais, en fait. Donc je photographiais ce qui me semblait intéressant et je ramassais énormément d'éléments. Donc il y a des photographies et il y a aussi des micrographies que j'ai réalisées à l'INRAE, donc à l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement, où j'ai pu utiliser leur microscope électronique à balayage. Et c'est une technologie qui m'intéressait depuis longtemps parce qu'en fait, c'est une technologie qui voit en surface, qui voit la surface des choses, aussi petite soit-elle, qui voit la topographie du monde, du tout petit monde, et c'est ce que fait la photographie aussi. Bien que ce soit pas du tout une technologie photographique, pour le coup, il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photons, il n'y a pas de photosensibilité, c'est dans le noir, dans le froid, sous vide. L'image qui est créée par les électrons est extrêmement photographique et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'était des images que je pouvais faire dialoguer avec des photographies. Donc c'est des images exclusivement en noir et blanc. Du coup, j'ai photographié en noir et blanc. Je sais pas, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que même la technologie du microscope a aussi influencé ma manière de photographier. Et donc voilà, c'est une technologie qui m'intéressait pour ça, parce qu'elle photographiait pas la transparence, elle photographiait vraiment la surface des toutes petites choses. C'est un œuf d'araignée, par exemple. Et tu parlais de l'échelle, et effectivement, la question de l'échelle, elle est très importante, parce que en se rapprochant des choses, on en a une autre expérience. Enfin, c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué dans ce travail. Il y a beaucoup d'arthropodes dans ce travail, principalement des insectes, parce que c'est ce que j'ai trouvé dans la terre, c'est ce que j'ai trouvé sous les écorces, et puis principalement dans les toiles d'araignée. Donc il y a énormément d'arthropodes, et on en parlait en préparant un petit peu cette intervention. C'est vrai que les arthropodes, à l'heure où on parle, là, il y a 10 milliards d'arthropodes, donc c'est vraiment une masse énorme. D'ailleurs, on parle souvent de biomasse. On parle souvent de la biomasse des lombrics dans le sol. Donc on envisage en fait cette faune, ces petites créatures, comme une masse en fait, comme quelque chose d'uniforme, comme quelque chose où tout est identique. Chaque espèce a reproduit à l'identique ses individus.
Et en se rapprochant, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en se rapprochant, on voit la fragilité. C'est assez d'ailleurs prégnant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu pixelisé. Ça, c'est une petite collection d'ailes de diptères. Il y a même parfois la même espèce, en haut et en bas à gauche. Et en fait, on se rend compte que même la même espèce, quand on se rapproche, on voit, il y a des champignons, il y a des fêlures, il y a des ailes froissées. Et en fait, quelque part, ça raconte l'histoire de chaque individu. Et en se rapprochant, non seulement on voit une individualité, des fragilités, mais quasiment une subjectivité, en fait, de chaque créature. Et voilà, pour ça, la question de l'échelle, elle était très intéressante. Et puis ces allers-retours, en fait, entre les mondes visibles et invisibles, permettaient aussi de voyager entre les règnes. C'est-à-dire que quand vous vous rapprochez, un œuf ressemble à un astre, un papillon, qui était la première image que vous aviez ici. Ça, c'est un tout petit papillon de nuit qui est minuscule, qui ressemble à une toute petite mythe, en fait. Mais il ressemble à un rapace. Si vous-même regardez encore de plus près, il a des plumes. En fait, les petites écailles qui composent en fait la matière irisée des papillons, c'est des toutes petites écailles. Et dans mon livre, si vous regardez le livre, il y en a, j'en ai micrographié certaines. Et c'est exactement la structure d'une plume d'oiseau. Et quand vous vous rapprochez, c'est extrêmement troublant, ce jeu d'échelle qui fait jouer en fait le rapport entre les règnes animaux, végétaux, minéraux. Et ça, c'est extrêmement troublant, ouais. Qui a fait un travail qui s'appelle La forêt habitée, c'était en 2011. Et il me semble que là, on a une approche complètement différente, enfin pas antagoniste, mais vraiment différente de la forêt. Ce qui me semble intéressant dans ce travail, c'est qu'il y a des gens dans les bois. Précisément, ça conduit à se poser la question des usages, parce que finalement, la forêt, aujourd'hui, on lui adresse beaucoup de demandes, qui sont des demandes qui sont parfois congruentes, parfois peu congruentes, parce que finalement, on est devant une sorte de bien commun. Et ton travail me semble impulser une réflexion à cet égard. Merci Daniel. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci au Jeu de Paume, évidemment, pour cette soirée à laquelle je suis ravi de participer. Alors, l'apparition de ton ouvrage, comme la rencontre de ce soir, en fait, est intervenue à un moment assez particulier pour moi, près d'une quinzaine d'années après que j'ai photographié, après que j'ai répondu en fait à une commande de l'Office national des forêts, que je vais rapidement évoquer avec vous, et au moment même où je m'apprête, pour ainsi dire, à retourner en forêt dans le cadre d'une nouvelle mission photographique qui me verra dans les 2 années à venir photographier aux côtés de Guillaume Bonnel, qui est d'ailleurs un photographe auquel tu t'attaches également dans l'ouvrage. Cette nouvelle commande, ouais, qui sera le cadre en fait d'une nouvelle investigation pour moi des principaux territoires forestiers de la région Grand Est. Alors, ton invitation est l'occasion pour moi de me ressaisir pour ainsi dire, de la forêt habitée, qui est une série qui me tient particulièrement à cœur. Je la considère aujourd'hui comme une série photographique personnelle, alors même qu'elle a été réalisée au début de mon parcours de photographe, dans un contexte qui était celui d'une commande, qui était celui de la commande, une commande importante pour moi à l'époque, que me confie donc l'Office national des forêts, une commande qui est une commande ambitieuse, qui se déploie à l'échelle nationale, qui concerne, disons, 17 forêts domaniales, géographiquement réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain. 17 territoires forestiers que je vais, au cours de 2 années, en 2009-2010, explorer successivement, avec des questionnements qui sont tout à fait simples à l'époque, qui s'attachent aux représentations collectives de l'espace forestier, et qui vont me conduire finalement à poser une question, puisque la forêt habitée est à entendre plus comme une question que comme une affirmation. La forêt est-elle habitée? Qui la fréquente? Quels sont les espaces qui sont investis? Et pour quels usages étaient mes questionnements de départ? Dans l'ouvrage, tu évoques ma démarche. En évoquant ma démarche, tu parles d'une forme en tout cas, la manière dont tu t'en empares évoque une forme de neutralité apaisée dans la manière que j'ai de montrer ces espaces, de considérer ces usages. Alors, il est vrai que dans la série, les violences qui sont faites au paysage, qui ponctuent donc la série ici ou là, sont
laisse le plus souvent place à des images que l'on pourrait effectivement qualifier d'harmonieuses, de par la distance que j'ai adoptée, de par les lumières auxquelles je me suis attaché, de par le choix des lieux aussi. La forêt est envisagée comme un bien commun, que toutes et tous ont le droit d'aborder et que simultanément on se doit de partager. C'était effectivement comme ça que j'envisageais les choses à ce moment-là. Alors avec le recul, en écho comme ça à cette notion de neutralité, je pense qu'il n'est pas neutre de produire de telles représentations, dans le sens où l'ONF m'invitait à l'époque à considérer des espaces jugés exceptionnels du point de vue des enjeux du développement durable. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à l'époque, donc 2009-2010, les termes de dérèglement climatique, de changement climatique ne figuraient pas dans les termes de la commande. Et j'ai fait le choix de m'attacher à la fois à des paysages quotidiens, à des usages ordinaires. De la même façon, j'entendais produire des images les plus simples possibles, mais des images à même d'évoquer la complexité paysagère de ces espaces, leur caractère hybride. Tu en parles à plusieurs reprises évidemment dans l'ouvrage, Daniel. Je souhaitais en fait éviter tout regard parcellaire en m'attachant au paysage, afin d'éviter, je l'avais écrit à l'époque, tout paysage à la découpe. Voilà, de la même façon, comme je le fais généralement dans mon travail, évidemment, j'ai tâché tout au long du travail de ne pas caricaturer les groupes sociaux auxquels je me suis attaché, les personnes que j'ai rencontrées dans leurs usages, dans leurs pratiques, afin d'éviter toute forme d'exotisme, effectivement. Alors d'un point de vue, un mot sur la distance photographique, elle est double dans la série. Elle est strictement paysagère, on pourrait dire, sur ce type de vue. Et elle trouve à se mêler, à se tisser avec des vues. Daniel, je crois que tu parles de plans de demi-ensemble. Ce sont des vues dans lesquelles je m'attache en fait à des figures qui sont héritées, bien évidemment, de la peinture classique, qui me viennent plus directement aussi de la photographie américaine des années 70-80. Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais en tête de façon particulière les images de Joel Sternfeld. Et ce sont des images qui me permettent d'apporter échelle et mouvement, disons, au paysage, et puis de donner une couleur certainement un peu plus narrative aussi à ma série. Un mot sur cette image prise dans les Pyrénées, et où finalement la présence, la marque, la main de l'homme, son empreinte se fait parfois discrète. L'histoire des lieux, l'histoire pastorale en l'occurrence des lieux, se lie dans la structure même des paysages. C'est tout au long du travail, comme ça, un va-et-vient entre des marques plus ou moins, des empreintes plus ou moins profondes, plus ou moins fortes, auxquelles je m'attache. Et donc, La forêt habitée est un travail véritablement qui est désormais un peu ancien dans mon parcours, mais qui structure, qui porte en lui, au centre de mon travail photographique aujourd'hui, à commencer par le fait de placer des espaces quotidiens, des espaces que j'aime, des paysages que j'aime à appeler familiers. Voilà, des paysages familiers au centre des attentions. Maxime amène à aborder les choses d'un point de vue encore très différent, puisque à travers cette œuvre qui s'appelle Paradise, il s'agit d'évoquer finalement la forêt sur le mode de la perte, ou du manque, ou de l'absence, enfin de la destruction. Et tu envisages la difficulté de reconstruction qui est celle des personnes qui ont vécu de près ce ravage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton travail ? Merci beaucoup, Daniel. Et puis, évidemment, je suis ravi d'être là ce soir et merci pour ton invitation à participer à cet ouvrage que j'ai lu avec énormément d'attention. Il est maintenant bourré de notes et de post-it. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je partais pas du tout pour parler de la forêt quand je suis allé à Paradise. Donc, c'est pas du tout un sujet sur la forêt. Mais en fait, un petit peu quand même. C'est à la fois, ça parle de nous, finalement,
Mais ce que j'aime poser comme question ici, c'est comment nous, on perçoit cet espace, et l'espace dans lequel on vit, et l'espace avec lequel on interface, disons, là où on habite, et comment on voit cet élément qui est la forêt. Et en fait, c'est cette question que je pose. Enfin, je parle pas que de forêt, évidemment, je parle de la reconstruction de cette ville qui s'appelle Paradise, mais je vais vous en dire plus aussi sur la technique que j'ai employée, puisque finalement, les personnes qui ont vécu la disparition de leur ville, donc une ville de 26 000 habitants qui a été rasée de la carte en 4 heures par un méga-feu en 2018, un matin de novembre, ont vécu un enfer total. C'est absolument impensable pour nous que si on ne l'a pas vécu, et c'est très difficile à transmettre ces sensations si on n'a pas vécu ce genre de choses. Donc j'ai cherché une façon de suggérer, d'interpréter ma vision artistique, disons, de ce qu'ils avaient pu voir et de ce qu'ils avaient vécu, que j'interprète avec un film infrarouge couleur, une diapositive, qui me permet de convoquer les couleurs du feu, de la flamme dans les images, que ce soit sur les traces des anciens panneaux, par exemple ici, de la reconstruction de la ville, ou de cette nouvelle maison qui a émergé après le feu de 2018 sur un terrain, et qui est en baignée de la fumée d'un autre feu dont j'ai été vraiment spectateur pendant un mois, plus d'un mois, où j'ai été sur place en 2021, qui a failli emporter la ville à nouveau. Heureusement, là, le vent a soufflé dans l'autre sens, mais qui est léché d'une certaine manière par ces plantes qui, avec cette pellicule infrarouge, prennent cette couleur carmin qui, pour moi, rappelle les flammes qui peuvent emporter cette maison à n'importe quel moment, parce qu'on voit la fumée. Alors, sur l'écran, c'est peut-être un peu difficile, mais on voit la fumée qui baigne le ciel parce qu'il y a un méga-feu qui est un des plus importants de l'histoire de Californie, qui à nouveau fait rage autour de Paradise à ce moment-là. Donc, c'est une façon de parler de la récurrence, de ces hallucinations finalement qui les empêchent d'avoir une vie normale, parce qu'ils ont vraiment cette peur au ventre de pouvoir brûler à nouveau. La preuve est qu'en 2024, au pied de la colline, il y a eu à nouveau un départ de feu, un des 6 plus grands feux de Californie de ces dernières années. Donc Paradise, une ville à un nom symbolique, mais un petit peu maudit quand même. Et c'est ce qui m'a attiré sur cette histoire, et finalement comprendre comment on se reconstruit. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que à travers ces images, ce qu'on voit, c'est un paysage, mais c'est à travers le regard de ces personnes aussi, c'est ce vécu. Mais on parle aussi d'une interprétation. Donc là, on a voilà un portrait d'une des personnes que j'ai rencontrées, qui a été très marquée par cette histoire. J'ai travaillé évidemment sur le maintenant, sur ces portraits et ces témoignages, et en même temps sur ces paysages qu'ils ont devant les yeux et que j'ai réinterprété. Et ça pose pour moi cette question de ce qu'on voit dans ces catastrophes, et tu l'as très bien décrit d'ailleurs dans un autre de tes ouvrages aussi, de la dimension très humaine, culturelle, sociétale de la notion de catastrophe, et ces fausses couleurs d'une certaine manière qu'on peut trouver attrayantes, qu'on peut trouver belles, qui ne sont pas là sur le paysage, mais que j'apporte dans cette vision un peu hallucinatoire, pose notre question de notre vision, notre compréhension de cet espace naturel, donc de la forêt. La forêt repousse plus vite que les hommes ne cicatrisent après un méga-feu, puisque les personnes que j'ai rencontrées, des années après, sont toujours traumatisées et n'ont pas encore réussi à retrouver un semblant de vie normale, malgré leurs efforts. Donc c'est un petit peu cette interprétation. La nature n'a pas de bonnes ou mauvaises intentions, elle fait son travail, mais disons qui m'a intéressé à travers ces couleurs. C'est ce contraste-là que je travaille avec cette pellicule, et que je travaille également à travers des techniques qui m'ont permis, en ramassant de la cendre sur place sur les arbres qui avaient brûlé en 2018, de créer des tirages. Bon, c'est un petit peu difficile de se rendre compte de la matière ici à l'écran, mais des tirages faits à la main. Donc je rejoins une des autres parties du commentaire du livre aussi sur la liquidité, enfin l'aspect liquide fluide de la technique photographique, de travailler vraiment la matière, mettre les mains dans l'eau et d'aller utiliser ces cendres noires comme pigments à la surface du tirage pour donner à sentir aussi ce qui a pu se passer, ou cette texture et ces choses très particulières autour des méga-feux de forêt. Ouvrir le débat, je pourrais poser une question à Céline. Tu disais tout à l'heure
qu'inversement, le fait d'utiliser ce microscope à balayage électronique, ça avait réciproquement influencé ta manière de photographier la forêt elle-même. Est-ce que tu pourrais peut-être développer cela ? Oui, en fait, ce travail, il était assez empirique, c'est-à-dire au départ, je ne savais pas que j'allais utiliser le microscope électronique à balayage. Et en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait cette espèce d'effet de lumière. Les électrons se piègent dans la matière. En fait, le MEB, il travaille... c'est un faisceau d'électrons qui vient, en fait, taper sur un tout petit échantillon, parce que dans le MEB, vous pouvez mettre que des tout petits échantillons de quelques millimètres. Et parfois, donc ils sont censés revenir en haut, le faisceau est censé revenir comme un ricochet un peu, et c'est là en fait que vont être analysées des données. Mais parfois, les électrons se piègent dans la matière organique. Alors là, c'est le cas, par exemple, dans les ailes du papillon et dans les espèces d'écailles qui ressemblent à des plumes. Ça peut être le cas dans du mycélium ou des toiles d'araignée. Et en fait, les électrons font ce qu'on appelle un effet de charge, qui ressemble à de la lumière, mais c'est pas du tout des photons, en fait. C'est vraiment des électrons qui sont piégés et qui donnent une information, une espèce de surinformation, et qui donnent cet effet de lumière. Et je trouvais ça beau, en fait, comme si c'était une lumière de studio. Et je me suis dit, mais je vais faire ça en forêt aussi, je vais amener des éclairages en forêt pour que les images aient encore plus de connivence, en fait. Mais par exemple, j'ai fait énormément de photographies de souches, de sols, qui sont tout rééclairés. Donc j'ai vraiment amené des éclairages en forêt, comme si c'était un studio, en fait. Hein. Et ça, c'était vraiment ce que je fais jamais, d'ailleurs. Moi, je travaille que en lumière naturelle, d'habitude. Et ça a vraiment directement été influencé par l'esthétique, on va dire, involontaire, par les accidents, en fait, que le MEB m'offrait, voilà, accidentellement, en fait. Bonsoir, merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant. Alors moi, j'avais une question pour toi, Céline, par rapport à ton titre, Ground Noise, le titre du livre, par rapport à toute cette biomasse dont tu parles, que tu découvres sous tes pieds, est-ce que tu pourrais nous en parler? Et le lien avec, évidemment, la technologie du microscope à balayage, parce que j'imagine que tu as découvert tout un monde d'arthropodes que tu ne soupçonnais pas. C'est une question à plusieurs entrées. Merci pour ta question. Un ground noise, c'est un terme en acoustique, en électroacoustique, qui indique en fait, ça fait un buzz. C'est ce que les ingénieurs du son, c'est un peu l'enfer des ingénieurs du son, c'est ce bourdonnement que vous entendez en fait quand le signal est piégé dans un circuit électrique ou un circuit électronique. C'est une sorte d'acouphène, c'est ce que vous entendez, et que généralement les ingénieurs du son essayent absolument de s'en débarrasser. En anglais, on dit aussi ground loop, on dit ground noise, ground loop. En français, on dit un bruit de masse, bruit de terre. Et en fait, c'est ni plus ni moins que le signal qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à s'échapper, parce que l'électricité, il faut que ça soit en mouvement. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est aussi le bruit que fait un insecte dans une lampe. Vous savez, l'été, quand un insecte arrive de dehors et tourne et n'arrive pas à s'échapper, en fait. Et là aussi, c'est un bruit dont on veut se débarrasser. Donc, quand vous avez ça chez vous, en fait, c'est pas un bruit désiré. Et les arthropodes sont d'ailleurs pas désirés chez vous, hein. Quand vous avez une araignée, quand vous avez une mouche, quand vous avez des moustiques, c'est une intrusion, en fait. Donc, il y avait cette idée de choses pas désiré, mais qui bourdonne, qui foisonne, et qui est là, qui fait du bruit dans le sol, qui est une espèce de foisonnement imperceptible qui est toujours là, en fait, et qui n'est pas forcément désiré. Et je trouvais que ça répondait aussi, ground noise, le fait que ça soit un terme en électroacoustique, ça répondait aussi aux technologies que j'ai utilisées, qui sont pas du tout argentiques, hein. Moi, je travaille au moyen format numérique, j'ai utilisé un microscope électronique à balayage, donc 100% électron, et je trouvais que ça concordait, que ça résonnait un petit peu avec tout ça. C'est vrai que en histoire de l'art, il y a une définition du paysage qui est généralement vue comme un objet, une étendue qui est séparée du sujet percevant, qui est vu comme un spectacle finalement, hein, offert au regard.
Et là, moi, ce qui m'a intéressée dans ton travail, c'est qu'il me semble que sur le mode du manque, de l'absence, ça vient revisiter le paysage sous la forme d'une relation, finalement, très forte, qui apparaît dans cette confrontation continuelle qui vient dans ton travail entre les personnes et les lieux. Je trouve qu'il y a toujours un balancement là-dessus. Et d'ailleurs, qui est très, tu n'en as pas parlé, mais qui est assez présent dans le film photographique que tu as réalisé, dont tu pourrais dire un mot, parce que c'est un outil qui est intéressant en tant que médium à part entière. Oui, tout à fait. Oui, merci de le mentionner. Effectivement, ce qui m'intéressait, alors on me dit souvent, ah oui, tu as un sujet, c'est sur l'environnement. Donc effectivement, on parle de nous finalement, qui habitons la planète avec une emprise sur notre lieu de vie, avec une relation à ce qu'on voit. Enfin voilà, l'objet, le sujet, c'est un autre débat. Mais effectivement, ici, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à travers les yeux de ces personnes, finalement, moi, aller interpréter ce qui avait pu se passer. Et dans le film aussi, donc c'est pour ça, ces couleurs, cette recherche de palette, de sensations aussi, peut-être de chaleur, si on veut aller tirer le trait jusque-là, mais que peut suggérer le rouge, le jaune, le noir, un peu comme si on était face à un feu. Et puis c'est aussi une notion cette palette de couleurs qu'on a tous dans notre mémoire vraiment corporelle, le danger de la couleur rouge, enfin tout ce genre de choses. Et donc à travers ce travail aussi, j'ai été à la rencontre des personnes qui reconstruisaient, qui m'ont d'ailleurs ouvert leurs portes très facilement puisqu'ils se sentaient assez laissés pour compte et abandonnés dans leurs efforts, soit pour des points de vue financiers, mais aussi émotionnels de reconstruction de leur ville et de leur lieu aimé en fait. On est tous attachés à un lieu dont on vient, donc c'est normal. Et leurs témoignages que j'ai enregistrés, j'ai utilisé purement leur voix en fait comme le fil narratif d'un film photographique qui a été primé par le Festival des Nuits Photo en 2021, qui dure 7 minutes, qui parle de l'histoire de Paradise, de ce feu et de l'après et de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Et ça me semblait important de mentionner, d'avoir leur voix. D'ailleurs, dans l'ouvrage aussi, j'ai tenu à reproduire tous les témoignages. Je leur ai demandé de m'écrire sur un morceau de papier celui qu'ils voulaient, l'histoire qu'ils voulaient, un projet qu'ils avaient dans leur lieu de vie ou une histoire liée au feu. Bon, souvent, ça tournait autour du traumatisme et on sent dans la façon de décrire, de souligner des choses qui sont assez fortes. Et je voulais vraiment leur laisser la parole totalement sans filtre d'une certaine manière. Alors évidemment, dans un film, on fait des choix, on édite, on coupe, parce qu'il faut être concis quand même. Mais en tout cas, ça apporte une autre dimension émotionnelle, sensorielle, qui vient dialoguer avec les images. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est un film photographique. Donc on a des photographies en face de nous, sous les yeux, en écoutant leur histoire, leur voix. Et donc on s'immerge vraiment. Et ce qui me plaît aussi dans l'association du portrait et du cliché de paysage réinterprété avec cette diapositive infrarouge, c'est quand on lit à travers leurs yeux ce qu'on a un peu, nous, dans notre rétine de ces couleurs fantastiques, et ça donne une autre dimension à leur regard aussi, et on voit dans leurs yeux qui se reflètent un petit peu, j'espère, ce qui a pu se passer pour eux à travers ces événements terribles. Une intuition parce que je suis parti sans savoir qu'on pouvait créer ce tirage. C'est un tirage que j'ai créé avec un tireur spécialisé en procédés anciens, en adaptant, en mélangeant, en détournant des anciens procédés pictorialistes. Le plus connu d'entre eux, mais c'est pas du tout ça, on l'a fait évoluer, c'est la gomme bichromatée, mais on a quand même enlevé tous les produits toxiques de ça. Et puis après, il a fallu trouver comment on ajoute de la cendre sur un tirage en gardant du grain et uniquement dans les noirs, et c'est pas en collant avec un pinceau, c'est un geste photographique qu'il faut dépouiller dans l'eau et voilà, et qu'on insole avec de la lumière. Donc il a fallu innover tout ça, mais ça c'était une intuition. Et donc sur le moment, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir cette matière qui vient du terrain pour à la fois confronter le spectateur à une réalité physique, parce que dans mon travail, le fil conducteur, c'est quand même notre envie d'aller toujours un peu plus loin, de repousser la limite. Et je trouvais que amener l'élément, vraiment la réalité physique du monde autour de nous dans le travail directement face au spectateur, c'était encore une manière de parler de ça et de nous confronter, comme d'ailleurs j'ai été confronté à travers un choix de pellicule argentique définitif, à une contrainte qui m'inspire finalement, mais qui m'oblige à tenir compte de cette contrainte qui est commune pour tous maintenant sur la façon dont on vit sur la planète.
Alors, peut-être une question à Sylvain. Moi, il me semble que ta série, elle est finalement assez politique. Parce que, en fait, toutes les demandes qui sont adressées à la forêt, celles des touristes qui pique-niquent tout près de leur voiture, celles des chasseurs, celles des forestiers, finalement, toutes ces demandes sont légitimes. Enfin, il n'y a pas de raison d'en rejeter une en disant celle-là, elle n'a pas sa place. Et donc, et pourtant, elles sont rivales. Parce qu'on imagine bien qu'on n'aurait pas du tout envie de se promener à côté des pique-niqueurs qu'on trouve horriblement statiques et consuméristes, ou que les chasseurs nous dérangeraient parce que, bon... Et donc, cette question du débat nécessaire, enfin, comment résoudre, parce que c'est à la fois apaisé, mais c'est apaisé au sens où ça recouvre quand même une difficulté à vivre ensemble. Que ta série fait ressortir. Et donc, comment tu envisages cette réflexion sur la rivalité des usages et la manière de la faire évoluer, ce qui est quand même un problème de société. Merci Daniel. On parle de conflit d'usage, effectivement. Et c'était cette question-là, elle était posée par l'Office national des forêts qui me passait commande. Elle était posée, on va dire, en sous-texte, dans le sens où le cadre de cette commande, c'était la labellisation de certains espaces jugés emblématiques de la gestion durable de ces espaces. Donc effectivement, la question de la multifonctionnalité des forêts était dans la commande. Après, la manière dont je me suis emparé de ces questions-là a été assez, à la fois intuitive et à la fois, je le crois, assez personnelle. Je disais, ça c'est bon, dans le travail que je conduis, que je mène, et que je suis photographe autodidacte, j'ai appris mon métier dans le cadre de commandes dédiées au paysage. Et ce qui me passionne à cet endroit-là, c'est que en s'attachant au paysage, en proposant des représentations photographiques du paysage, on se donne la possibilité de confronter les regards, en s'attachant à des usages, à des représentations différentes, et en proposant un espace de discussion. C'est vous savez, l'historien américain du paysage, John Brecker Jackson, auquel tu fais référence aussi, Maxime, il parle du paysage comme des lieux de vie. Voilà, comme d'un lieu de vie. Moi, c'est une dimension, c'est une notion que je trouve très belle, très forte, et qui nourrit mon travail. C'est-à-dire que dans le travail que j'ai consacré à l'archipel Guadeloupe, dans le cadre d'une commande donc de l'Observatoire photographique local, le fait, comme ça, dans ce projet-là, comme dans d'autres, de considérer ces lieux lourdement chargés sur le plan historique, en considérant les usages qui en sont faits, les pratiques qui les façonnent, c'est pour moi une manière de partager ces questions et de ne pas les caricaturer, comme je le disais dans la série qui, elle, s'attache à la forêt française. Parce qu'on est évidemment, sinon, très très vite, dans une forme de caricature, peu ou prou. Parler d'un travail que j'ai découvert cet été, dont je ne parle pas dans le livre parce que je l'ai découvert après. C'est le travail de Hubert Humka qui me semble aborder encore un autre aspect de la forêt, sans doute plus existentiel, anthropologique ou philosophique, c'est à voir. Hubert Humka, c'est un photographe polonais qui a consacré plusieurs années de recherche sur les forêts cinéraires, c'est-à-dire des forêts. Les gens peuvent demander à être enterrés, c'est d'ailleurs gratuit, je crois. Enfin, il faut être enveloppé de linge biodégradable et donc les gens peuvent choisir un arbre où ils vont faire enterrer un de leurs proches ou disperser ses cendres. Et donc tout le travail d'Humka et cette pratique-là, il me semble que ça pose la question de la communauté existentielle qui nous lie aux forêts et dans la grande durée et par-delà la finitude de l'existence de chacun.
Bon, pour ma part, il y a toujours un lien fort avec la façon dont on se déplace dans le paysage, de par l'histoire personnelle en randonnée ou quand j'étais petit. Mais disons que la forêt spécifiquement, bah, je travaillais sur les feux et donc sans vouloir rester à travailler sur les feux pour plus d'années que ça, parce que c'est quand même un sujet qui est un peu difficile quand même. Enfin, c'est pas toujours très joyeux. Par cercle concentrique, disons, je suis venu à m'intéresser à l'arbre, à la forêt et à ça que je connaissais déjà, mais là j'ai pris vraiment un intérêt plus marqué à l'importance que la forêt pouvait avoir et surtout quelle relation on avait avec cette forêt et quand on voit la peine que ça peut causer, voilà, le deuil que ça peut être, en même temps le bienfait que ça peut être d'aller en forêt. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'explorer, d'ailleurs ce que j'explore maintenant à travers la thèse de doctorat recherche et création sur le sujet de la forêt. Donc oui, c'est un fil rouge là maintenant. La forêt, moi j'ai grandi dans les Alpes et, et j'ai grandi à côté d'une forêt et je m'y échappais tout le temps, toute seule avec mon chien, tout ça. Donc pour moi la forêt c'est un vrai refuge. D'ailleurs c'est un refuge pour la faune. C'est un refuge quand il y a une guerre. C'est un refuge pour des espèces qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Donc la forêt, c'est un espace où on peut se cacher, c'est un espace où on peut vivre aussi. Donc c'est vraiment l'espace... et puis dans nos milieux tempérés à nous, vous laissez n'importe quel paysage, il finit en forêt en fait. Donc c'est aussi la finalité du paysage, c'est la forêt. Donc il y a quelque chose de très... c'est dur à expliquer, d'essentiel en fait, dans la forêt. Alors moi, comme Céline, on a ça en partage, j'ai également grandi non loin d'une forêt. Elle était, la mienne, si j'ose dire, était méditerranéenne, voilà, plutôt une forêt sèche, voilà, et elle couvrait une colline au dos de notre maison. Et j'ai envie de dire, même avant cela, évidemment, mes parents, choisissant mon prénom, devaient en tout cas déjà entretenir un lien singulier à la forêt. Donc voilà, bien évidemment que la question de l'intime, elle est en jeu aussi dans mon rapport au paysage en général, à la forêt, ou à la rivière. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu.